Donc, je suis, oui, très heureuse vraiment de prendre une heure aujourd'hui pour vous parler de cette question. À une époque, j'aurais dit cette question plutôt nouvelle. Maintenant, ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je travaille sur ce lien entre culture et développement durable, mais je considère que si la question n'est plus nouvelle, ça demeure tout de même une question extrêmement d'actualité. Et qui, à mon avis, cette réflexion qui entoure la dimension culturelle du développement durable est en train d'insuffler, je ne sais pas si le mot est fort, mais j'ose l'employer, une petite révolution au Québec. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se faire, et dans le domaine de la culture, au sein du ministère de la Culture et au sein d'autres ministères, afin d'intégrer la préoccupation culturelle dans les politiques, dans les mesures, dans les programmes. Et on assiste à un vent nouveau dans la façon de concevoir le développement de façon générale et de façon plus particulière ce qu'on appelle depuis un certain nombre d'années le développement durable. Je vais m'attarder, ma présentation est structurée autour de 2 points. Donc, dans une première partie, je voudrais vous parler du contexte international qui a amené le Québec à tisser ce lien, à travailler sur cette intégration de la culture dans les politiques de développement durable. Et dans un deuxième temps, après avoir mis la table avec ce contexte international, vous parler de l'impact de cette reconnaissance du lien entre culture et développement durable sur les politiques québécoises. En ce qui concerne le contexte international, je vais m'attarder en gros sur 3 points. Je commencerai par parler d'initiatives politiques, parce que c'est d'abord par la voie, plutôt dans le domaine des relations internationales, des relations diplomatiques, que cette préoccupation de la place de la culture dans le développement durable a émergé, qui a mené, dans un deuxième temps, à l'adoption de certains textes, certains instruments juridiques, d'abord déclaratoires, puis ensuite des instruments contraignants. L'ensemble de ces initiatives politiques et juridiques nous permettent aujourd'hui d'identifier un certain nombre de principes de développement durable qui s'appliquent à la culture. Et donc, ce sera mon dernier point de cette partie 1, avant de parler de la manière dont ces principes inspirent aujourd'hui les décideurs publics et on fonde des instruments juridiques novateurs en droit québécois. Alors, je me permets un bref retour en arrière. Je pense que ce retour est nécessaire parce que ce dont il est question aujourd'hui, l'intégration de la culture dans le développement durable, c'est une suite logique d'un travail qui a été initié par plusieurs acteurs, mais notamment par l'UNESCO dès sa création dans les années 40, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le but, c'est de dire, il y a eu toute une réflexion d'abord qui s'est développée sur le lien général entre la culture et le développement pendant plusieurs décennies, avant que l'on commence à parler, à changer de vocabulaire et non plus parler de culture et de développement et de placer la culture au service du développement, comme ce fut le cas dans les premières décennies de réflexion et dans les premiers travaux de l'UNESCO, mais pour qu'on en arrive à repenser notre conception même du développement et la contribution de la culture pour ce développement. Donc, le travail de l'UNESCO sur la culture commence dès les années 40 et la première préoccupation de l'UNESCO, c'est de rétablir, d'établir, d'insuffler, de dynamiser un dialogue interculturel pour la construction de la paix. On le sait, hein, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on peut y associer plusieurs raisons, mais du point de vue de l'UNESCO, qui se préoccupe de l'éducation et de la culture, il y a peut-être une méconnaissance de l'autre qui est à l'origine des conflits qui ont éclaté dans la première moitié du 20e siècle, et on travaille dès les années 40 à la construction d'un dialogue interculturel pour la paix. Pendant 40 ans, c'est plus ou moins ce qui préoccupe l'UNESCO. Elle adoptera d'ailleurs son premier instrument juridique contraignant en matière de culture, qui est la Convention de 54 sur la protection des biens culturels en temps de conflits armés. Et donc, à partir des années 60, là, il y a un changement qui commence à s'opérer et on parle d'un nouveau thème qui est celui du renouvellement de la coopération culturelle. On veut
reconsidérer notamment la façon dont on conçoit les échanges culturels, qui étaient depuis trop longtemps plutôt des échanges unidirectionnels où les pays dits civilisés transmettaient leur culture vers les autres pays dits non civilisés afin de les amener sur la voie de la modernité et du développement. À partir des années 60, avec le mouvement de décolonisation, l'accès à l'indépendance, ce droit à l'autodétermination des peuples qui est progressivement reconnu, on repense la coopération culturelle de manière à ce que ça devienne davantage des flux bilatéraux qui s'instaurent et prenant pour acquis que chaque culture a quelque chose à offrir et il y aurait nécessairement donc un enrichissement mutuel à faire en sorte qu'il y ait un réel échange entre les pays du Nord et les pays du Sud et éventuellement également entre les pays du Sud. Donc, à partir des années 60, on replace, autrement dit, la culture au centre des processus de développement, ce qui n'était pas nécessairement évident dans les années 40 ou 50 où le développement avait reçu une définition, on concevait le développement essentiellement dans une dimension économique. Le renouvellement de la coopération culturelle nous amène à accorder une place à la culture dans ces processus de développement. Ceci dit, c'est long avant de changer les mentalités. C'est ce qui fera qu'à partir des années 70, l'UNESCO va se mettre à organiser une série de forums régionaux au sens de peut-être davantage continentaux sur la culture, afin de réévaluer la façon de penser les politiques culturelles. Donc, 10 années où on se questionnera sur ce renouvellement de la politique culturelle afin de faire en sorte qu'elle contribue davantage au développement des sociétés. Et c'est ce qui va nous mener en 1982 à un événement majeur dont on parle encore aujourd'hui dans le contexte de l'évolution du travail de l'UNESCO sur la culture. Je parle ici de la conférence mondiale sur la politique culturelle qui va mener à l'adoption d'une déclaration sur les politiques culturelles où l'on va se doter d'une première définition de la culture. Je reviendrai dans quelques instants. Et l'originalité de cette déclaration, c'est vraiment de créer un lien juridique, même si on est dans un instrument contraignant, entre les processus de développement et les politiques culturelles. C'est pour cette raison que c'est un instrument marquant, donc non seulement pour l'adoption d'une première définition de la culture dans un instrument juridique international, mais pour l'établissement de ce lien entre politique culturelle et développement. Nous sommes rendus en 1982 et donc dans les années 80 va s'initier une réflexion. La réflexion commençait un peu plus tôt, mais disons qu'elle va s'intensifier sur notre façon de concevoir le développement. Et en 1986, donc quelques années après l'adoption de la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui va se saisir de la question du développement et qui va adopter sa propre déclaration sur le droit au développement. Et ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est qu'on affirme que le développement, c'est un processus multidimensionnel. C'est la première fois qu'on l'affirme dans ce type d'instrument. Et regardez le deuxième paragraphe où on dit « L'Assemblée générale est consciente que le développement est un processus donc global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble des populations et de tous les individus sur la base de leur participation active, libre et significative au développement durable et au partage équitable des bienfaits qui en découlent. » Donc, cette résolution marque un tournant important dans la façon de concevoir le développement. Et notez bien la date, 1986, elle correspond à un moment important parce que 1986, c'est aussi la date de publication du rapport Brundtland. Le rapport Brundtland est un document aujourd'hui qui est connu pour avoir véritablement insufflé
une réflexion sur les aspects multidimensionnels du développement et pour avoir proposé justement une première définition de ce qu'on appellera à partir de 1986 non plus le développement auquel on voudrait vouloir associer de multiples dimensions, mais qu'on appellera donc le développement durable. En 1986, on parle de développement soutenable, qui est une traduction de Sustainable Development qui n'a pas marqué les esprits par la suite, puisqu'on a repris un peu plus tard le terme, la traduction développement durable, Sustainable Development en développement durable. Donc, vous voyez ici la concomitance entre la résolution des Nations Unies sur le droit au développement, le rapport Brundtland qui amène une nouvelle vision, une nouvelle conception du développement que l'on nommera à partir de cette époque-là développement durable. Et là, la question qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que cette réflexion qui se passe au sein des Nations Unies va influencer l'évolution du droit international de la culture. On sait donc que jusque dans les années 80, on a une certaine conception du développement. Est-ce que cette nouvelle façon de concevoir le développement au sein des Nations Unies, puis je dirais dans une sphère plus environnementale, parce que ce que vous voyez dans l'encadré de gauche, ce sont des événements importants ou des textes importants qui ont marqué l'évolution du droit de l'environnement qui s'est véritablement saisi de la notion de développement durable. De quelle façon est-ce qu'il y aura eu une influence sur le droit international de la culture? 1986, 2 ans plus tard, du côté du droit international de la culture, on en est où? On lance, en fait, par le biais d'une initiative conjointe entre l'UNESCO et l'ONU, la décennie mondiale sur la culture et le développement. Et donc, pendant 10 ans, il y a des centaines d'événements qui vont être organisés au niveau international, national, régional et local afin de stimuler la réflexion sur la place que devrait occuper la culture dans les processus de développement. Et cette décennie mondiale va conduire à l'adoption du rapport Notre diversité créatrice en 1997, qui est vraiment un document phare de l'évolution de cette réflexion sur culture et développement et qui va voir émerger pour la première fois cette idée qu'il va falloir aussi se poser la question, non plus seulement sur le lien de culture et développement, mais sur la place que doit occuper la culture au sein du développement durable, parce que c'est de ce dont on parle depuis déjà 10 ans, en 97, 10 ans après le rapport Brundtland. Et cette nouvelle, les réponses que l'on va apporter à cette question, quelle est la place de la culture dans le développement durable, les éléments de réponse vont commencer à apparaître dans la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle en 2001 et de façon plus affirmée dans des instruments contraignants, Convention sur le patrimoine culturel immatériel de 2003 et Convention sur la diversité des expressions culturelles de 2005. Avant d'aller plus loin dans le contenu de ces instruments, on peut juste revenir sur ce que c'est le développement durable pour mieux appréhender l'exercice qui devra être fait pour intégrer la culture dans cette nouvelle notion. Donc, j'ai repris ici quelque chose que, si vous avez le moindrement déjà porté un intérêt au développement durable, une définition que vous connaissez, qui est tirée du rapport Brundtland. On dit que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Et 2 concepts sont inhérents à cette notion, le concept donc de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels, et l'idée des limitations, que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Et un document, donc, qui a amené à penser le développement durable en un concept reposant sur 3 piliers, le pilier environnemental, le pilier économique et le pilier social. Donc, la question qu'on se pose à partir de cette définition et de cette représentation du développement durable, c'est quelle place, finalement, avions-nous accordé dès le départ à la culture? Et la réponse la plus fréquente est de dire, bien, la culture, elle est là, elle est dans le pilier social. Mais lorsqu'on lit le rapport Brundtland qui fait plusieurs centaines de pages, on voit qu'il n'est à peu près pas question de culture. Il est question à certains endroits de savoir traditionnel, de peuples autochtones, la façon dont la culture autochtone peut entretenir des liens avec la nature, mais on ne va pas
beaucoup plus loin dans la réflexion sur la contribution de la culture au processus de développement et sur la place que devrait occuper la culture dans cet édifice reposant sur 3 piliers. Pourtant, quand on parle de besoins essentiels, on peut penser, en tout cas c'est la réflexion qu'on a dans le domaine de la culture, que justement la culture peut répondre à de multiples besoins des populations et des sociétés. Et quand on passe ici à cette idée de limitation qui fait référence à la fragilité des ressources qui permettent de répondre aux besoins. Certes, on a en tête ici, dans ce contexte, les ressources naturelles, mais on peut exactement avoir la même réflexion avec les ressources culturelles. C'est un terme qui est moins employé, le mot ressources, dans le domaine de la culture, mais si on pense au patrimoine, qu'il soit matériel, qu'il soit immatériel, ce sont des ressources culturelles qui sont vulnérables et pour lesquelles une attention doit être portée à la façon dont elles sont utilisées dans nos sociétés. Alors, on se questionne sur la place de la culture. Encore faut-il aussi peut-être avoir des éléments de réponse sur ce que c'est la culture. Et là, je me permets de référer à une définition. Je sais qu'il y en existe plusieurs et que cette définition est contestée, mais je m'y réfère parce qu'étant juriste, c'est la seule définition qui a été acceptée par les États et incorporée dans des instruments juridiques internationaux. Elle figure dans la Déclaration de 82 et dans celle de 2001. Et donc, on dit... la définition est la suivante. La culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Et on parle de cette définition généralement en disant qu'elle englobe bien les 2 dimensions de la culture, une dimension plus anthropologique, en faisant référence au système de valeurs, aux traditions, aux croyances, et une autre dimension qui se rapporte plus à l'aspect créatif des arts et les lettres. Donc, c'est avec cette définition de la culture, nous, en droit, que l'on doit travailler. Et donc, on peut penser le pilier culturel du développement durable, si éventuellement on veut parler de pilier, ou la dimension fondamentale du développement durable, comme en se référant sans doute aux différentes dimensions de la culture qui sont soulignées dans cette définition. Maintenant, de quelle manière est-ce que la réflexion sur le développement durable qui se passe à l'ONU, qui se passe dans les instances plus environnementales, en viennent qu'à imprégner le droit international de la culture? J'ai parlé de ces initiatives politiques. Je veux plutôt maintenant m'attarder aux initiatives juridiques. Donc, dans un premier temps, ce sont les instruments déclaratoires qui vise à faire reconnaître la culture comme une dimension fondamentale du développement. Et là, je dis durable, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles tisse un premier lien juridique entre environnement et politique culturelle, mais n'emploie pas encore, entre développement, et politique culturelle, mais n'emploie pas encore le mot développement durable. Le terme apparaît non pas dans les déclarations de Stockholm, mais dans le rapport qui est annexé à la déclaration de Stockholm. Donc, encore une fois, on met le mot développement durable entre guillemets. Et là, le lien apparaît de manière plus explicite dans la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Et rappelons-le, c'est un élément important qui a été adopté à l'unanimité par les États membres de l'UNESCO à la conférence lors de l'Assemblée de l'ensemble des États en octobre 2001. Les éléments qui nous intéressent dans cette déclaration, c'est d'abord l'article 1 qui qualifie et qui s'intitule « Diversité culturelle, patrimoine commun de l'humanité » et qui nous dit « La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d'échange et d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. »
On est en 2001, il faut se rappeler qu'en droit international de l'environnement, depuis 1992, on a une convention sur la biodiversité qualifiée de patrimoine commun de l'humanité. Et là, on rebondit sur cette réflexion en disant, bien, si on accorde une telle importance à la biodiversité, je pense qu'on peut aussi accorder la même importance à ce que l'on qualifie de diversité culturelle. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures. Et là, on retrouve vraiment le vocabulaire, la définition du développement durable lorsqu'on parlait de combler les besoins à la fois des générations présentes et des générations à venir. Il y a également l'article 3 qui nous intéresse, la diversité culturelle, facteur de développement. Bien, la diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun. Elle est l'une des sources du développement, entendu non seulement en termes de croissance économique, la façon dont on envisageait le développement quelques décennies plus tôt, mais aussi comme moyen d'accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante. Certes, ce n'est qu'un instrument déclaratoire. Mais cet instrument déclaratoire est accompagné d'un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il est évoqué notamment l'idée d'élaborer une convention sur le patrimoine culturel immatériel, d'élaborer une convention sur la diversité culturelle, et les principes qui sont reconnus dans cette déclaration vont vraiment vont être une source d'inspiration importante pour l'élaboration d'instruments juridiques contraignants qui vont arriver par la suite, en commençant par la Convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel. Alors, dans cette convention, déjà, on retrouve dans le préambule un énoncé qui parle de développement durable. On dit, considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable. Certes, on est dans le contexte du préambule, ce n'est pas une partie contraignante du texte, mais le préambule, c'est un outil d'interprétation, donc pour nous guider dans la recherche d'un sens aux dispositions qui sont contraignantes et que l'on retrouve dans le corps du texte et donc dans son dispositif. Mais une disposition plus importante ici, c'est la définition même que l'on retient dans la Convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel, où, bon, c'est une définition assez longue. On commence par dire ce qu'on entend par PCI, donc des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et des savoir-faire. Et même, il y a un aspect matériel qui est couvert par cette convention, les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui sont associés à ces pratiques et représentations, etc., que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. C'est la deuxième partie de la définition où l'élément développement durable ressort davantage. On dit que c'est PCI transmis de génération en génération. On dit généralement que c'est un patrimoine vivant. C'est d'ailleurs une autre appellation qui est acceptée pour parler de PCI. Est recréée en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, leur interaction avec la nature de leur histoire, leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Et là, regardez bien, aux fins de la présente convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus et d'un développement durable. Donc, on a voulu ici associer la notion de développement durable au patrimoine culturel immatériel. Dans le préambule, on disait que ce PCI était associé et faisait partie du développement durable. Et ici, ce que nous dit la définition, c'est que le seul patrimoine culturel immatériel que l'on voudra protéger au titre de cette convention, ce sera celui qui est conforme à un développement durable. Pourquoi cette précision? Sans doute parce que l'on juge que il existe des éléments du patrimoine culturel immatériel qui seraient non conformes au développement durable. Quand on se ramène à la définition du développement durable, rareté des ressources, satisfaction des besoins, on peut penser qu'il y a certaines pratiques bien ancrées au sein de certaines communautés qui vont être appelées à évoluer afin de se conformer à l'idée que l'on se fait aujourd'hui du développement, donc qu'il se doit d'être durable. C'est un premier lien, donc, de tisser dans un instrument juridique contraignant
entre la culture et le développement durable, et un lien qui va être raffermi grâce à un deuxième instrument juridique contraignant, adopté 2 ans plus tard seulement par l'UNESCO. Et je parle ici de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Même chose, déjà dans le préambule, on pose les bases du lien. On dit que la diversité crée un monde riche et varié qui élargit les choix des possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu'elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations. Un peu l'équivalent de ce qu'on retrouvait dans le préambule de la Convention de 2003 à propos du PCI. Et dans un deuxième paragraphe, ils ne se suivent pas là, immédiatement dans le préambule, mais ici à l'écran, dans un deuxième paragraphe, on reconnaît l'importance aussi des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissances des peuples autochtones et leur contribution positive au développement durable. Un principe également qui est établi dans la Convention, qui s'intitule d'ailleurs « Principe de développement durable ». Les principes servent aussi à guider l'interprétation des droits et des obligations des États parties. Alors ici, on dit la diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures. Et l'article le plus important, et d'ailleurs l'un des articles les plus contraignants de cette convention, compte tenu du vocabulaire qui est utilisé, c'est l'article 13 qui parle de l'intégration de la culture dans le développement durable. Et on demande donc aux États parties d'intégrer la culture dans leur politique de développement à tous les niveaux en vue de créer des conditions propices au développement durable, et dans ce cadre, de favoriser notamment les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors cet article est sans doute celui qui va le plus loin pour l'instant dans les instruments juridiques internationaux à l'égard de la reconnaissance d'un lien entre la culture et le développement durable, et celui qui va le plus loin parce qu'on demande vraiment aux États de poser des gestes. C'est-à-dire que dans leur politique, quel que soit le secteur dans lequel ils interviennent, quel que soit le niveau d'intervention. Donc, on peut penser ici, en prenant l'exemple du Canada, que l'on soit au niveau fédéral, québécois, au niveau des municipalités et des localités, qu'il faudra donc penser le développement en intégrant la préoccupation, la composante, la valeur culturelle. Il y a un autre article aussi, l'article 14, qui intègre cette même notion en parlant plus spécifiquement de la coopération pour le développement. L'entrée en vigueur de la Convention nous a amené, nous les chercheurs, à nous poser la question sur la façon dont on devrait procéder pour intégrer la culture, comment opérationnaliser finalement cet article 13, et donc comment intégrer la culture dans le développement, dans les politiques de développement durable. Et on est parti de la réflexion qui s'était déjà développée relative au développement durable plutôt dans le secteur de l'environnement, et on a repris ce vocabulaire et on a tenté de l'adapter à une nouvelle conception du développement durable qui incorporant la culture. Donc déjà, la première question qu'on s'est posée, c'est que regrouperait un éventuel pilier culturel? Et donc, en repartant de notre définition de la culture que l'on a vue tout à l'heure, on a dit qu'il y aurait certainement un aspect créativité, patrimoine culturel immatériel, expression culturelle, biens et services culturels, art traditionnel, folklore, et un aspect plus identitaire, valeurs, sens, histoire et langue. Et on a considéré qu'il faudrait prendre en compte toute la réflexion qui a précédé donc l'émergence de cette dimension culturelle du développement durable à l'égard du dialogue interculturel, de la diversité culturelle, et penser la culture en termes de façon à la relier aux autres piliers du développement durable. Donc, les autres piliers étant le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. On s'est dit, au niveau du pilier social, la culture devient un facteur de cohésion sociale, quelque chose qui est largement reconnu. Au niveau économique, on a décidé de parler de la culture comme un levier de développement économique permettant notamment de diminuer la pauvreté.
Et au niveau du lien culture-nature, culturel, pilier environnemental, on s'est dit que cette relation pourrait permettre d'améliorer le cadre de vie, parce que c'est aussi ça l'environnement, perçu dans un sens plus large. Ce ne sont pas seulement les ressources naturelles, la biodiversité, mais c'est l'ensemble du milieu de vie dans lequel on vit. Puis, on s'est questionné sur une manière de guider l'action des États pour incorporer la culture dans leur politique de développement, et on s'est référé aux mêmes outils que ceux qui ont été développés donc, dans le contexte de la réflexion sur le développement durable en matière d'environnement, où l'on parle de principes de développement durable. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir de l'identification des principes de développement durable qu'on retrouve dans les instruments environnementaux, on s'est rendu compte que les mêmes idées formulées dans des termes très, très similaires se retrouvent aussi dans les instruments culturels. Et ça, j'ai écrit un article sur le sujet qui a été publié dans la Revue générale de droit international public il y a 2 ans et qui explique pour quelles raisons est-ce qu'il y a ce vocabulaire très similaire et les idées très similaires qu'on retrouve dans les instruments culturels et dans les instruments environnementaux. Et ça tient au fait qu'en 1972, c'est une année importante pour le droit de l'environnement. On adopte la déclaration de Stockholm, qui est un des principaux instruments fondateurs du droit de l'environnement, droit international de l'environnement. Et à la même époque, on adopte également une convention de 72 sur la protection du patrimoine culturel et naturel. Et il y a vraiment des idées similaires qui se retrouvent dans les 2 textes et qui vont continuer à imprégner l'évolution de ces 2 branches du droit international qui ne se parleront presque pas pendant plusieurs années. Et là, la notion de développement durable, je pense, nous amène à repenser l'interaction entre ces 2 domaines et à instaurer même un dialogue. Donc, 11 principes de développement durable sur lesquels je reviendrai dans la deuxième partie de mon intervention. Intégration, donc prendre en compte l'ensemble des valeurs associées au développement durable lorsqu'on élabore une politique, une mesure relative au développement. L'équité, bien entendu, à la fois intergénérationnelle et intragénérationnelle, s'assurer de répondre aux besoins de l'ensemble des populations, de la génération actuelle, mais aussi de pouvoir préserver les ressources de manière à répondre aussi aux générations à venir, donc intergénérationnelle. Puis, pour mettre en œuvre, pour donner vie à ces 2 grands principes fondateurs du développement durable, d'autres principes, on les met en pointillés, un petit pointillé qui les sépare parce que certaines politiques et mesures peuvent s'appuyer sur plus d'un principe, où l'on parlerait d'accès équitable aux ressources culturelles, à la culture, au patrimoine, aux expressions culturelles, par exemple, à la conservation et à l'utilisation durable de ces ressources, à l'évaluation qui est nécessaire souvent pour élaborer des politiques de gestion adéquates des ressources naturelles, la prévention et la précaution, des concepts qui sont bien connus en droit de l'environnement, qu'on retrouve et dont on peut se servir pour la gestion des ressources culturelles, la sauvegarde pour tout ce qui est expression et patrimoine culturel menacé d'extinction, de disparition, l'atténuation, le principe d'atténuation pour diminuer les effets de certaines politiques que l'on se doit d'adopter, mais qui risquent d'avoir des effets sur des ressources culturelles. Donc, cherchons à atténuer ces effets négatifs sur les ressources culturelles. L'engagement du public, bien entendu, qui est un principe indissociable du développement durable. Faire participer les communautés porteuses du patrimoine culturel, les populations qui se sentent concernées par un patrimoine culturel. Et bien sûr, l'éducation et la valorisation qui sont essentielles pour promouvoir les valeurs du développement durable et notamment sa composante culturelle. Et bien entendu, nous, comme on s'inspirait des instruments juridiques internationaux pour tirer ces principes de développement durable, on a jugé qu'un dernier principe était de promouvoir cette même vision, pas seulement au niveau national, mais dans notre façon de conduire les relations internationales. Alors, cette réflexion, on l'a justement menée je l'ai menée avec un groupe d'étudiants ici à l'Université Laval, dans le contexte de l'élaboration d'un agenda 21 de la culture pour le Québec, dont je vais vous parler dans quelques instants, et qui m'amène donc à la deuxième partie de mon intervention sur
l'impact de ce lien qui a été tissé en droit international entre culture et développement durable, quel impact sur les politiques québécoises, non seulement sur les politiques culturelles, mais aussi, et je dirais de façon encore plus importante, la façon dont on réussit progressivement à faire sortir la culture de la culture afin qu'elle imprègne d'autres politiques issues d'autres ministères, d'autres décideurs publics dans d'autres secteurs. Alors, je me dois de vous parler dans un premier temps de la façon dont le concept de développement durable a intégré le droit québécois. Et je reprends ici une diapositive vraiment qui a été faite par les représentants du gouvernement du Québec et plus spécifiquement du ministère de la Culture lorsqu'ils sont appelés à parler de la démarche du ministère de la Culture en faveur du développement durable. Donc, vous avez ici un schéma du cadre légal et stratégique qui a été instauré au Québec, en commençant par une loi qui a été adoptée en 2006, pour laquelle ensuite a été élaborée une stratégie afin de mettre en œuvre la loi de 2006. La stratégie date de 2008. Elle devait venir à échéance en 2013, mais avec les dernières élections, changement de gouvernement, il y a eu une prolongation de la stratégie de développement durable jusqu'en 2015. À partir de 2015, elle devra être renouvelée et qui a conduit à l'élaboration de 132 plans d'action de développement durable par les ministères et les organismes québécois. Donc, en ce qui concerne la loi de 2006, bon, je ne vous en fais pas une longue présentation, j'insiste simplement sur le fait que dans cette loi, on retrouve 16 principes de développement durable. Donc, j'ai fait tout à l'heure un survol de ce que peuvent être ces principes. On en a choisi 16 que l'on a incorporés à la loi sur le développement durable. Et là, on est en 2006. La réflexion sur la place de la culture dans le développement durable est encore à ses premiers balbutiements. Et la petite déception peut-être qu'on peut avoir par rapport à cette loi, c'est qu'il y a assez peu de principes associés à la culture. En fait, il y en a un seul, et c'est le principe visant la protection du patrimoine culturel. Mais vous voyez tout à l'heure, quand on regardait la définition de la culture, quand on regarde tout ce qui s'est fait en matière de culture au niveau international, ça déborde largement le cadre du patrimoine culturel. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est une critique qu'on peut adresser. Pourquoi avoir limité l'application d'abord d'un seul principe à une seule manifestation de la culture qui est le patrimoine culturel. Néanmoins, les 16 principes sont là et c'est avec ces 16 principes que l'on doit travailler depuis 2006. Ensuite, pour mettre en œuvre la loi de 2006, il y a une stratégie gouvernementale de développement durable qui a été adoptée, stratégie dans laquelle sont définis, là on est dans un vocabulaire très bureaucratique, administratif, 9 orientations et 29 objectifs. La bonne nouvelle, c'est que si en 2008, on avait 29 objectifs se collant pas mal aux 16 principes de développement durable et donc n'abordant à peu près pas la question culturelle, avec les développements qui vont suivre et que je vais vous expliquer dans quelques instants, il y aura eu dans cette stratégie l'ajout d'un 30e objectif qui porte précisément sur la culture et la diversité culturelle. Et ensuite, troisième élément, comme j'ai mentionné dans la première diapositive, c'est qu'on a demandé à tous les organismes, aux ministères et organismes québécois de se doter, sur la base de la loi et de la stratégie gouvernementale, d'un plan de développement durable. Et là, ce sera le début d'un processus qui va marquer pour plusieurs années le travail du ministère de la Culture, parce que conformément à cette stratégie, comme tous les autres ministères, le ministère de la Culture doit lui-même se doter de son plan d'action de développement durable. Alors, sous l'effet, ce que je dis ici, c'est que sous l'effet combiné de l'évolution du droit international de la culture, et le voir ici dans cette évolution, l'aspect qui nous intéresse en particulier, c'est l'incorporation de la notion de développement durable dans le droit international de la culture,
et du droit québécois relatif au développement durable, le ministère donc de la Culture adopte 2 documents clés afin que la culture soit intégrée dans l'ensemble des politiques de développement durable du Québec et que, inversement, la notion de développement durable imprègne les politiques culturelles québécoises. Hein? Développement durable, c'est une intégration de l'ensemble des valeurs associées au développement durable, quelles que soient les politiques, le secteur dans lequel on se trouve. Donc, il faut le voir dans 2 sens. Pour les interventions en matière de culture, il s'agit de prendre en compte la dimension environnementale, sociale et économique du développement. Et lorsqu'on sort du secteur culturel, là, ce qu'on veut, c'est de favoriser une prise en compte de la valeur culturelle. Donc, 2 documents importants. Tout d'abord, le plan d'action de développement durable du ministère de la Culture, qui est adopté en 2009, et ensuite l'agenda 21 de la culture, qui suivra 2 ans plus tard, en 2011. Donc ici, vous avez le plan d'action de développement durable du ministère de la Culture, où il y a 15 actions ministérielles qui sont définies pour la période 2009-2013. Vous allez voir dans quelques instants que le plan, tout comme la stratégie, a été prolongé jusqu'en 2015. Et donc, il y a 14 actions qui visent principalement l'intégration du développement durable dans le domaine de la culture. Hein, on est dans le plan d'action du ministère de la Culture. Mais il y a surtout une action phare qui vise l'inverse, l'intégration de la culture dans les politiques de développement durable. Et regardez la façon dont cette action phare, qui est la première en fait à être présentée dans le document, est présentée. On parle donc, pour ce faire, de l'élaboration d'un agenda 21 de la culture. L'objectif étant de favoriser l'intégration de la culture dans les politiques et les démarches de développement durable. On dit l'agenda 21 est avant tout un moyen d'entamer une dynamique, de développer l'implication citoyenne, d'informer, de sensibiliser toute la population, d'organiser des débats et des échanges sur des thèmes précis qui feront demain l'avenir des enfants du 21e siècle. Et l'objectif gouvernemental, c'est vraiment mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable et favoriser le partage des expériences et des compétences en cette matière. Et donc, si on regarde ce premier objectif, on voit à quel point il constitue une mise en œuvre directe de ce qu'exige la Convention des États parties et la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, à son article 13, ne parle pas seulement des États, mais parle bien de tous les niveaux. Intégrer la culture dans les politiques de développement à tous les niveaux en vue de créer les conditions propices au développement durable. Donc, l'action phare du plan de développement durable du ministère de la Culture et donc la mise en œuvre de cet article 13. Je souligne au passage donc que le plan d'action, il y a une nouvelle, il a été prolongé jusqu'en 2015, mais regardez où on en est pour la période 2013 à 2015. On dit que le ministère s'engage à travailler au renforcement de l'intégration de la culture dans les démarches de développement durable et sur l'ensemble du territoire québécois, à renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine, à favoriser une plus grande prise en compte des principes de développement durable. Donc, on travaille beaucoup avec ces principes de développement durable issus du droit de l'environnement, mais très présents aussi en droit international de la culture. Donc, cette action phare, elle a mené à ce document, l'agenda 21 de la culture pour le Québec, un document qui a été élaboré au cours des années 2010 et 2011. J'ai été impliquée, moi, dans l'élaboration de ce document en recevant le mandat de consulter des chercheurs intéressés par cette question. Et avec un certain nombre d'étudiants, nous avons même conçu un canevas pour l'élaboration de cet agenda 21 qui prend la forme donc d'un document. Ce n'est pas un instrument juridique contraignant, ce n'est pas un document obligatoire, mais c'est un document destiné à guider l'action des États, à insuffler une nouvelle vision et sans doute qu'à terme, ce que l'on veut, c'est que certains principes, certains objectifs soient intégrés à des instruments
juridiques tels des lois et des règlements. On n'en est pas là encore, mais ce que l'on veut, c'est sensibiliser, amener à ce que des nouveaux réflexes soient développés, amener purement et simplement à penser la culture, quel que soit le secteur d'intervention dans lequel on se situe. Donc voilà, on dit Québec innove, c'est le premier État à se doter de son propre agenda 21 de la culture et c'est un document, donc un cadre qui établit des principes et des objectifs pour faire de la culture une composante majeure et essentielle de la société, intégrée aux dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. La prochaine diapositive est assez lourde, je ne vais pas lire tout le texte, je suis désolée, je m'en rends compte là, mais je vais attirer votre attention sur le fait que, donc, on utilise, là encore, tout comme dans la loi sur le développement durable, tout comme dans plusieurs documents où les questions de développement durable, on utilise encore l'idée de principe pour guider l'action des États. Mais là, nous, on était confrontés à un certain défi dans l'élaboration de cet agenda 21 parce que il fallait prendre en compte les principes qui se trouvent dans la loi sur le développement durable, mais qui nous paraissaient insatisfaisants du point de vue de la prise en compte de la dimension d'ordre culturel. Ce qui fait que nous avons amené cette idée d'élaborer une liste de principes propres au secteur culturel, mais une idée qui mettait assez mal à l'aise le ministère de la Culture, puisque c'était un peu de remettre en question le travail qui avait été fait et reconnu par l'adoption d'une loi. Alors, le compromis qui a été trouvé, c'est d'adopter et de reprendre dans l'agenda 21 les 16 principes de développement durable de la loi de 2006, mais d'y ajouter 3 principes visant à compléter la liste des 16 principes, 3 principes propres vraiment à la question d'ordre culturel, tels la préservation de la diversité culturelle, l'utilisation durable des ressources culturelles et un principe de créativité et d'innovation. Outre ces principes, il y a 21 objectifs qui sont répartis répartis en 4 parties dans cet agenda 21. Et là, c'est intéressant parce que dans cet agenda 21, on ne parle pas à proprement parler de piliers. Et on ne parle pas de piliers culturels. Cette idée de faire de la culture un pilier étant pour l'instant un sujet relativement sensible. Est-ce qu'on repense le développement durable à un point tel où on ajoute un 4e pilier? Il y a des gens qui disent, oui, mais on ne peut pas faire de la culture d'un pilier parce que la culture, elle est partout. Donc, on ne peut pas l'enfermer dans cette conception du pilier. C'est vrai que l'image est peut-être mal choisie. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question de pilier. Mais il est question de dimension fondamentale. Et ce vers quoi on tend avec cet agenda 21, c'est vers la reconnaissance de la culture comme dimension fondamentale du développement durable. Et regardez la façon dont l'agenda est construit. Il y a 4 parties. La première s'intitulant l'action culturelle dans une perspective de durabilité. Et là, vous avez un certain nombre d'objectifs visant à faire en sorte que les autres dimensions du développement durable soient prises en compte dans l'élaboration des politiques culturelles. Et là, dans les parties 2, 3 et 4, on renverse la dynamique. On parle de culture et société, on se positionne dans le cadre du pilier social et on élabore des objectifs afin que dans les politiques sociales, la culture puisse être davantage intégrée. Partie 3, on se transporte dans le pilier économique, où on demande également une meilleure prise en compte de la culture. Et partie 4, on se transpose davantage dans le pilier environnemental, qu'on a élargi également à la notion d'aménagement du territoire, pour lequel on dit la culture, c'est un élément structurant de l'aménagement et du développement des territoires. Et on élabore également des objectifs visant à favoriser la prise en compte de la culture. Alors, ce document existe donc depuis 2011. Quelles sont concrètement les retombées de cette charte, de ce document de référence? Au niveau du ministère de la Culture, on a pu déjà voir une certaine prise en compte de ce que l'on retrouvait dans le plan d'action de développement durable du ministère de la Culture et de ce qui était à l'époque un document en émergence de l'agenda 21 dans la nouvelle loi sur le patrimoine culturel.
Je dirais pas qu'il y a eu une parfaite intégration des objectifs qui sont énoncés dans l'agenda 21, les processus ayant sans doute été trop parallèles, là. Mais il y a une nouvelle, moi je pense qu'il y a une prise en compte de la notion de développement durable dans cette nouvelle loi. Le véritable défi pour le ministère de la Culture, ce sera plutôt au niveau de la révision de la politique culturelle, qui date de 1992 et qui se doit d'être révisé. Il y a un processus, je pense, qui est entamé. Et là, 92, on était à une toute autre époque. On ne parlait absolument pas, en tout cas dans les secteurs culturels, de développement durable. Ça va être intéressant de voir de quelle façon est-ce que l'agenda 21 va opérer une influence sur le contenu d'une nouvelle politique culturelle. Donc, au niveau du ministère de la Culture, on est encore un peu, moi je pense, en attente des résultats concrets qui découlent de ces initiatives, Plan d'action de développement durable et Agenda 21. Là où je trouve que c'est le plus intéressant pour l'instant, c'est d'examiner l'évolution des politiques québécoises autres que culturelles. Et la mise en œuvre donc de l'Agenda 21 de la culture a conduit à l'élaboration d'un chantier gouvernemental. Je ne parle plus de la stratégie gouvernementale de développement durable, mais ici d'un chantier gouvernemental, donc qui touche l'ensemble de l'appareil gouvernemental, tous les ministères et organismes québécois, un chantier qui concerne spécifiquement la culture. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce chantier? Dans le contexte également du prolongement de 2 ans de la stratégie gouvernementale, on a demandé aux ministères et organismes de prendre un nouvel engagement. Pour la stratégie de développement durable que l'on doit étendre de 2 ans, le ministère de la Culture, à travers ce chantier gouvernemental en culture, on a demandé aux 119 ministères et organismes de prendre un nouvel engagement s'appuyant sur l'un des 21 objectifs de l'Agenda 21 de la culture. Et quels ont été les résultats de cette demande adressée à l'ensemble des ministères et organismes? Eh bien, sur 119, il y a 99 ministères et organismes qui, eux-mêmes, dans leur prolongement de leur plan d'action de développement durable également de 2 ans, ont pris un engagement relatif à l'un des objectifs de l'Agenda 21. Et au total, et ça c'est Valérie Guillemin du ministère de la Culture qui nous le mentionnait dans le cadre de mon cours, elle était une invitée il y a 2 jours, elle disait pour l'instant, il y a 125 nouvelles actions en culture, donc qui ont été prises et qui doivent être réalisées d'ici à mars 2015. Et là, on ne parle pas de 125 actions en culture à réaliser par le ministère de la Culture. On parle de 125 actions en culture à être réalisées par d'autres ministères et organismes qui interviennent dans tous les secteurs de la société. Seul petit bémol, c'est qu'on dit que sur ces 125 actions, il y a 60 qui s'inscrivent dans les objectifs 1 et 2 de l'Agenda 21. Ce sont des objectifs très généraux qui s'inscrivent dans le cadre de la première partie, qui porte sur la promotion de la diversité culturelle. C'est très bien, c'est déjà un premier pas, mais on espère que dans un deuxième temps, ce sont les 21 objectifs qui vont insuffler de nouveaux engagements à l'ensemble des ministères et organismes québécois. Quelques exemples pour terminer, et je reprends ces exemples de Valérie Guillemin, encore une fois du ministère de la Culture, qui était ici à l'Université Laval il y a 2 jours. Vous voyez par exemple le ministère de la Santé et des Services sociaux, dont l'engagement qui a été pris pour la période 2013 et 2015 est de valoriser la place des arts et de la culture dans les établissements de son réseau, hôpitaux et centres d'hébergement. Engagement du ministère de la Sécurité publique, encourager la mise en place d'activités de réinsertion sociale de nature culturelle dans le système correctionnel québécois. Ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, intégrer la dimension culturelle dans les processus d'aménagement et de développement du territoire. Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, améliorer la prise en compte des aspects culturels dans ses travaux et dans ses recommandations par la création d'un guide abordant des aspects culturels utilisés par les commissions d'enquête. Pour moi, ça, c'est une amélioration extraordinaire, vraiment une belle preuve de la façon dont la culture peut intégrer l'action de plusieurs organismes québécois.
Fonds de recherche du Québec en santé, en sciences naturelles, en sciences sociales, engagement pour la période 2013-2015, développer une approche intersectorielle favorisant la créativité et l'innovation par l'intégration de la culture au cœur de toute recherche. Et Musée de la civilisation également, poursuivre le développement du projet Culture Santé, mettre en place le laboratoire vivant sur l'accessibilité universelle et développer un protocole d'entente avec des organismes liés à la santé. Outre ce chantier gouvernemental, il y a également une charte d'engagement qui est accessible sur le site de l'Agenda 21 et que tout organisme ou toute même personne, tout individu peut signer. C'est un document, bien entendu, plus symbolique que juridique, mais c'est un engagement de promouvoir les valeurs, les objectifs dans le cadre de notre travail qui sont objectifs, donc qui sont identifiés dans l'Agenda 21. Et pour l'instant, il y a 1200 adhésions, 315 organisations, pardon, il manque un S, et 894 individus qui, à ce jour, ont adhéré à la charte d'engagement. Maintenant, quels sont, en terminant et sans doute en conclusion, les prochains défis dans la mise en œuvre de l'Agenda 21 de manière générale, de manière spécifique ou encore de manière plus générale dans l'intégration de la culture dans les politiques de développement du Québec? Prochaine étape, c'est la révision de la stratégie gouvernementale, donc de développement durable, qui vient à échéance en 2015. Et il y a un processus de révision des 30 objectifs qui ont été initiés. Souvenez-vous, il y a 16 principes de développement durable, un seul parle de la culture, du patrimoine culturel. Les objectifs se collaient plutôt à ces principes. Maintenant, évidemment, le but du ministère de la Culture qui participe à cette révision, c'est d'avoir davantage d'objectifs en lien avec la valeur culturelle. Deuxième élément, poursuivre aussi le chantier gouvernemental de mise en œuvre de l'Agenda 21 de la culture du Québec, sans doute en demandant au ministère et organismes de nouveaux engagements sur une nouvelle période qui commencera en 2015. C'est de poursuivre avec l'intégration des principes de développement durable et des principes de l'Agenda 21 de la culture du Québec dans l'ensemble des politiques. Et enfin, le grand défi, et là où je pense qu'il y a peut-être plus d'appréhension, c'est au niveau du développement d'indicateurs, d'intégration de la culture dans les politiques de développement durable, parce qu'encore faut-il être capable d'évaluer ce que l'on fait en ce moment, sans doute pour mieux guider l'action des États, être capable d'évaluer les progrès qui seront accomplis au cours des dernières années. Et on a assez peu, c'est nouveau comme thème quand même, ou en tout cas récent, on a assez peu au niveau statistique, au niveau des indicateurs, de données, d'outils disponibles. C'est donc un des prochains défis que devra relever le gouvernement du Québec et plus spécifiquement le ministère de la Culture. Alors, c'est sur ces défis que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Bien entendu, je serai heureuse de répondre à vos questions ou encore d'entendre vos réactions, vos remarques, vos commentaires sur ce thème. Merci pour votre attention.